Bienvenue sur Chronique, les séries de podcasts inédits de Mapato. Dans nos podcasts, nous donnons la parole à des patients, des aidants et des soignants. Alimentation, sexualité, travail, gestion du quotidien, prise en charge, nos invités nous partageront leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. L'objectif est simple, informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie dans un esprit positif et collaboratif. Je suis Florence, j'étais infirmière pendant 15 ans et je suis responsable de l'innovation pour les soignants chez Mapato. Je suis Lorraine, je suis patiente chronique et responsable de l'innovation pour les patients chez Mapato. On vous emmène avec nous à la découverte de ces témoignages qui, on l'espère, pourront vous éclairer et vous accompagner au quotidien. Pour cet épisode dédié à la maternité et au postpartum, c'est Lorraine derrière le micro. Aujourd'hui, je suis partie à la rencontre de Marie-Lise, jeune trentenaire et maman de 2 enfants. Dans cet épisode, vous découvrirez son parcours pour avoir ses 2 bébés miracles, Noah et Cassandre. Marie-Lise a découvert son endométriose et son adénomiose suite à sa première grossesse. Au cours de cette discussion, vous découvrirez son parcours de guerrière et sa volonté de passer un message fort. L'endométriose et l'adénomiose ne sont pas synonymes d'infertilité. Afin de soutenir le podcast, abonnez-vous à Chronique sur votre plateforme de podcast préférée et laissez 5 étoiles et un joli commentaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors bonjour Marie-Lise. Bonjour Lorraine. Bienvenue sur le podcast Chronique. Je vais commencer cet épisode par une petite présentation. Donc est-ce que tu peux te présenter, ton prénom, ton âge et ce que tu fais dans la vie ? Très bien. Alors merci beaucoup pour cette invitation. Donc moi c'est Marie-Lise. J'ai 37 ans, bientôt 38 au mois d'avril. Voilà, moi c'est aussi. dit. Le 24. Donc bientôt 38. Donc aujourd'hui j'ai 2 métiers. Je suis responsable de production dans la gestion documentaire et je suis auto-entrepreneuse puisque j'ai créé l'année dernière une boutique de soins naturels en ligne. Voilà. Super. Alors on va commencer cet épisode par ton parcours avec l'endométriose. Donc je voulais savoir un peu comment ça s'était déroulé, quand est-ce que tu as eu ton diagnostic, à quel âge et comment ça s'est manifesté chez toi. Ok. Alors, refaire l'histoire. Donc, d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours souffert de douleurs, en tout cas liées à mes cycles. Donc, des douleurs pendant les règles. Dès mes premières règles, au final. Donc, j'avais à peu près 13 ans. Et à l'époque, du coup, j'ai eu... des cycles très abondants, des douleurs. Alors, j'ai été très écoutée par mes parents. En tout cas, ma mère a toujours été très présente. Elle m'a envoyée voir médecin, dont son gynécologue. Et à l'époque, rien de particulier. On m'a mise sous pilule directement pour que le cycle soit des plus réguliers, des règles moins abondantes et moins douloureuses. Et puis, ça s'est arrêté là. Et donc, de mes 13 ans jusqu'à mon âge de jeunes adultes, j'ai pris la pilule et j'avais règles ou pas. C'était très irrégulier, avec des douleurs quand même toujours assez présentes lors des cycles. Au niveau du diagnostic, il a fallu attendre quelques années encore, puisque entre mes 20 et mes 30 ans, j'étais toujours douloureuse. Autour de la vingtaine, ça a installé, on va dire, même vingtaine, 25 ans, la fatigue chronique, que j'avais pas comme symptôme de base jeune adolescente. Et j'ai consulté plusieurs médecins. Et à chaque fois, c'était que j'ai eu des remarques quand même assez blessantes de la part de médecins, que j'étais jeune, il fallait que je me bouge, que c'était pas normal d'être fatiguée à mon âge, que fallait que j'aille travailler, que j'étais peut-être un peu feignante, etc., etc. Donc c'est vrai que ça a été un parcours, on va dire, du combattant un peu difficile pour trouver ce diagnostic, puisque j'ai eu mon diagnostic après ma première grossesse, après la naissance de mon fils, Noah, qui a 8 ans aujourd'hui. Donc c'était 2 ans après sa naissance, donc j'avais 32 ans. Donc ça a été très très long, je suis passée par plusieurs phases, et c'est vraiment suite à sa naissance où là j'ai eu vraiment des douleurs mais
qui ont explosé, on va dire, que j'avais changé de médecin traitant puisque quand on est jeune, on déménage, on s'installe dans d'autres villes, donc on voit d'autres médecins. Et donc là, mon médecin qui est toujours mon médecin traitant d'ailleurs aujourd'hui, a dit on va aller faire une IRM, on va aller contrôler tout ça. Et c'est là qu'on a enfin posé le diagnostic sur l'endométriose. Donc moi, je suis atteinte d'adénomiose et une atteinte au niveau des ligaments utérosacrés. En tout cas, de base, c'était... mes attentes, voilà. Ok. Donc du coup, avant que tu sois enceinte, que tu aies ton premier enfant, le diagnostic n'était pas posé. Donc tu étais dans l'inconnu total. Tout à fait. J'étais fatiguée, je souffrais, mais je ne savais pas ce que j'avais et aucun médecin ne m'a diagnostiqué. En tout cas, j'avais jamais fait d'examen particulier. On m'avait dit, ce qu'on peut entendre et que beaucoup de femmes ont entendu, c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. C'est ce qu'on avait dit aussi à ma mère, à ma grand-mère. C'est ce qu'on m'a dit aussi, jeune adolescente et jeune femme. D'accord. Et du coup, toi, comment est née l'envie d'avoir un enfant après avoir rencontré ton conjoint? Malgré les douleurs, c'était tout de même un souhait de tomber enceinte. Ouais. Alors du coup, j'ai rencontré mon mari, j'avais 20 ans. L'envie d'avoir un enfant... est arrivé, on va dire, autour des 25 ans, par là. Ça faisait déjà 5 ans qu'on était ensemble. Après, on avait plein de projets. On avait un projet de mariage, on avait le projet de la maison. Donc, du coup, on voulait, mais on n'était pas pressés. Et puis, on se laissait le temps. Et puis, on s'est dit que ça viendrait quand ça viendrait. De toute façon, la nature fait bien les choses. Voilà, donc on ne s'est pas posé de questions du tout. Alors c'est vrai que quand j'ai rencontré mon mari, alors j'étais sous pilule jeune adolescente, jeune adulte. Après, à un moment donné, j'ai arrêté parce que j'avais on va dire que les hormones et moi ne font pas bon ménage. Et encore aujourd'hui, je prends beaucoup de poids. En tout cas, j'ai des effets secondaires assez particuliers. Particulier non, que tout le monde malheureusement, que beaucoup ont, donc prise de poids, pas de libido, etc. Donc c'était compliqué, donc j'avais décidé d'arrêter, donc presque au début de ma relation, mais pas loin avec mon mari. Donc du coup, mais on s'est dit que ça viendrait quand ça viendrait, de toute façon il n'y avait pas de science exacte, que certains ça peut mettre quelques mois, d'autres ça peut mettre quelques années naturellement, puis on ne s'est pas posé de questions. Voilà. Et du coup, je suis tombée enceinte naturellement à 30 ans, enfin à 29 ans, puisque j'ai accouché, j'avais 30 ans, mais autour de mes 29 ans, ouais. Ok, super, une belle aventure. Oui. Et du coup, comment ça s'est passé la période entre tes 25 ans et tes 29 ans jusqu'à ce que tu tombes enceinte? Donc c'était à peu près 4 ans entre le début et la conception. C'est ça. Donc du coup, c'est vrai qu'avec le recul, quand on a mis le diagnostic à mes 32 ans, que j'ai eu les échanges avec mon gynécologue et on s'est dit « Ah, c'est sûrement pour ça que vous avez mis autant de temps à avoir votre enfant. » Donc on a mis quand même presque 5 ans. Après, c'est vrai que c'était pas dans les projets prioritaires. Enfin, on n'était pas... ça viendrait quand même. Voilà. C'est ça. Donc, du coup, on ne s'est pas posé de questions, on ne s'est pas dit, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Franchement, je ne connaissais pas du tout le mot l'endométriose, je ne connaissais pas du tout la maladie, j'en avais jamais entendu parler, même si j'avais des règles très douloureuses et autres, je faisais confiance aux médecins, donc du coup, on me dit, j'ai rien. J'ai pas été chercher, à l'époque, j'ai pas été chercher plus loin du tout. Et c'est vraiment après la naissance de Noah, donc j'ai eu une grossesse... un bon début de grossesse. J'ai une grossesse un peu particulière. Alors, c'est pas du tout lié à mon endométriose. J'ai fait une prééclampsie pour Noah, qui est né à 34 semaines. Donc, il est né prématuré. Donc, j'ai eu une césarienne en urgence. Et du coup, c'est après cette césarienne et après cet accouchement. Donc, bon, j'ai fait, dû à la prématurité, une dépression postpartum. Enfin, il y a eu plein d'éléments, on va dire, qui ont impacté ma vie du quotidien. Mais j'ai bien ressenti qu'il y avait des choses différentes qui se passaient dans mon corps après mon accouchement, après la césarienne. Et j'ai vraiment insisté auprès de mon médecin traitant en lui disant que je souffrais
non-stop. C'était vraiment des douleurs maintenant continues au niveau du bas-ventre. Il y avait une fatigue extrême qui était en place. Et puis vraiment des cycles toujours très irréguliers, des règles abondantes. Et c'est elle qui m'a dit « Ah, est-ce que vous connaissez l'endométriose ?» Je lui ai dit « Non, je ne connais pas du tout. » Et elle m'a expliqué les symptômes. Et je lui ai dit « Mais je coche ça. Ça aussi, je coche. Ça aussi, ça aussi. » Et elle me dit depuis longtemps, depuis toujours, au final, je coche ces symptômes. Et c'est là qu'elle m'a dit, bon, on va faire des échographies. Bon, à l'échographie, on ne voyait rien du tout. J'en ai fait plusieurs, on ne voyait rien. Et du coup, elle a continué à me donner des examens. Et puis, on a fini par l'IRM. Et c'est sur l'IRM qu'on a vu qu'il y avait ces atteintes aux ligaments hétérosacrés. Puis l'adénomiose, qui, du coup, sûrement a impacté, en tout cas, qui a rendu un peu plus difficile le fait d'avoir un enfant. Puisqu'on sait bien que l'adénomiose, peut provoquer, en tout cas, rendre plus difficile la nidation, puis toute la partie, il peut y avoir des fausses couches, etc. Moi, que j'en sache, j'en ai pas eu, mais voilà. Donc ta grossesse se passe, donc Noah naît, et donc c'est à ce moment-là que toi, le diagnostic va être posé, donc sur l'endométriose, l'adénomiose. Est-ce que tu vois, le retour de couche, il a été rapide ou pas du tout, et c'est ce qui a poser des questions? Alors, quand on a une césarienne, le retour de couche, il n'est pas pareil que par voie basse. Voilà, on ne va pas parler de technique, mais, mais voilà. Moi, dans mes souvenirs, c'est le retour de couche, j'ai pas eu vraiment... déjà, j'ai eu une césarienne, il n'y avait pas eu de travail, il n'y avait rien eu du tout. Je n'ai pas eu de contraction, rien du tout. J'étais à 7 mois de grossesse, un peu plus. Du coup, on a ouvert, on a sorti Noah, et puis on a refermé. Et puis voilà, c'est comme si... c'est pas qu'il s'était rien passé, mais voilà, c'était très vite. Et du coup, il n'y a pas ce retour de couche, en tout cas pas après l'accouchement. Mes cycles sont venus bien plus tard, après vraiment la naissance de Noah. Mais c'était vraiment cette douleur localisée au niveau de la cicatrice. Donc je pense qu'elle a voulu aussi faire les échographies, l'IRM, pour vérifier qu'il n'y ait pas de problématique au niveau de la cicatrice. Mais du coup, oui, du coup, on a détecté, diagnostiqué 2 ans après sa naissance. Ça a quand même le temps de faire le temps de trouver pour faire les examens. C'est pareil, on n'a pas une IRM... on appelle pour le rendez-vous, c'est dans 2 semaines. Non, c'est pas comme ça, c'est un peu plus long. Donc, du coup, il a fallu attendre. Et puis, du coup, il a fallu attendre, mais j'ai été un peu livrée à moi-même aussi après le diagnostic, parce que du coup, on vous dit, vous avez de l'endométriose, de l'adénomiose, très bien. Donc, on a le rapport, le rapport de l'IRM. Donc, je retourne voir mon médecin, mais elle s'y connaissait pas plus que ça non plus. Donc, elle me dit, retournez voir votre gynécologue avec les images pour voir ce qu'il y a à faire. Donc, j'y suis retournée. Tout de suite, c'était, faut se poser les questions. Comme j'avais fait une prééclampsie, j'avais fait de l'hypertension, donc je suis restée hypertendue plus de 6 mois après la naissance de Noah, donc j'avais un traitement contre l'hypertension. Donc, interdiction d'avoir, en tout cas c'était pas du tout conseillé d'avoir un traitement hormonal, pilule ou que ce soit avec ce traitement. Donc on ne m'a rien proposé. Et puis mon gynécologue m'a tout de suite dit, alors il y a 2 solutions qui s'offrent à vous. C'est soit on part sur un traitement hormonal, on coupe tout. Voilà, aujourd'hui c'est ce qu'on propose de toute façon pour beaucoup, Pour certaines, ça va bien fonctionner, pour d'autres moins. On est toutes différentes. Et puis la deuxième, il me dit, si vous voulez un deuxième enfant, je pense qu'il ne va pas falloir tarder. Alors, moi, je venais d'accoucher... Noah avait 2 ans. Noah avait 2 ans, ok, pourquoi pas. Mais du coup, j'avais quand même vécu un postpartum et puis une dépression postpartum assez compliquée. Parce que lié à la prématurité surtout, c'était pas lié aux douleurs ni à l'endométriose ou autre, c'était vraiment lié à cette histoire de notre vie, à la naissance de Noah, qui était particulière.
j'ai fait l'erreur lors de sa naissance de refuser un accompagnement psychologique parce que je me suis dit, bah non, c'est bon, il est né, on va bien, tout le monde va bien, tout le monde est en bonne santé, c'est bon, c'est passé, on a fait nos 20 jours à la clinique. T'en ressentais pas le besoin à ce moment-là? Je me suis dit, c'est bon, tout, c'est derrière moi, maintenant, allez, go, on y va. Allez, on y va, allez, on est forte. Puis au final, en rentrant à la maison, ça a été un trou. C'est comme ça. J'avais l'impression d'avoir un trou à la place du cœur. Il me manquait quelque chose. Et du coup, ça a traîné plusieurs mois. Et j'ai vraiment attendu longtemps avant d'aller voir une psychologue. Et donc, du coup, après la naissance de Noah, il y avait l'endo était un peu de côté. Je me suis pas trop... Et du coup, j'avais pas envie de refaire un autre enfant tout de suite. Hein. C'est ça. C'était un peu la pression. Voilà, j'étais un peu... Mais du coup, je me suis dit, on en veut quand même un deuxième. Du coup, effectivement, quand on regarde en arrière, j'ai mis 5 ans pour avoir Noah. Là, on m'annonce un diagnostic qui est l'endométriose. On me dit que l'endométriose, c'est pas 100%, mais quand même il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de fertilité. Bon, on sait que j'ai réussi à avoir Noah de façon naturelle, donc on sait que c'est possible. Donc j'avais beaucoup d'espoir et je veux en donner aussi, hein, c'est aussi pour ça que j'ai accepté de faire ce podcast. C'est aussi que l'endométriose ou même l'adénomiose, c'est pas forcément synonyme à 100% d'infertilité. Exactement. Effectivement, on peut avoir des difficultés. Après, on est toutes différentes. C'est ça, autant d'endométriose que de femmes. C'est ça, tout à fait. Donc du coup, ce qui fonctionne à l'une ne fonctionne pas à l'autre, etc. Mais en tout cas, pour moi, ça a été possible. Donc ça doit être possible pour d'autres femmes aussi. Et donc du coup, je me suis dit, on fait quoi ? Bon, on y va. Donc du coup, voilà, c'était reparti. Donc on avait planifié pas mal d'examens avec mon gynécologue qui a été... alors c'est toujours le même qui me suit aujourd'hui. Il est très à l'écoute, très bienveillant dans tous les choix que je peux faire. Il respecte mes choix et il m'accompagne beaucoup. Et du coup, donc on s'était dit, vu que l'adénomiose est assez prononcée, on va programmer une IRM, on va faire une opération pour vraiment permettre l'anidation, qu'il n'y ait pas de soucis, que ça prenne. Voilà. Donc on avait calé tous les rendez-vous, l'IRM, l'anesthésiste, etc. Donc ça faisait déjà... après, il s'est passé beaucoup de temps entre les deux. Hein. On part en vacances. Et puis j'allais avoir mon rendez-vous pour mon IRM. Et je me sentais pas bien du tout. Et je me dis, c'est bizarre quand même ce qui m'arrive. Et puis, du coup, j'ai fait un test de grossesse et j'étais enceinte. Donc, du coup, la veille de mon IRM, pour programmer l'opération, etc. Donc, du coup, j'annule mon IRM. Je maintiens quand même mon rendez-vous avec le gynécologue qui avait lieu 3 jours après. Et il me dit, vous avez le résultat de votre IRM ? J'ai dit, non. Ah, vous n'avez pas fait honnête ? Non, parce que je suis enceinte. C'était la grosse surprise. C'était la grosse surprise parce que vu les images qu'on voyait, il y avait quand même peu de chances que ça marche naturellement. Là, on m'avait vraiment annoncé, on nous avait annoncé parcours PMA, etc. Voilà, qu'il y avait des possibles. Voilà. Après, c'est bien, au moins, on avait toutes les options. Mais du coup, il n'y a pas eu besoin. Donc, c'était le soulagement. Et puis, du coup, c'est vrai que maintenant, avec le recul, on se dit que c'est 2 bébés miracles, parce qu'à chaque fois que je fais mes contrôles d'IRM, que les médecins interprètent les images, on me dit « Oh là là, votre adénomiose, le jour où vous voudrez des enfants, il faudra vous faire opérer. » Et du coup, je leur dis « En fait, j'ai déjà des enfants. » « Ah, tant mieux pour vous. » Je dis « oui. » Voilà. Donc, à chaque fois que je passe mes examens, j'évalue et je me dis la chance que j'ai aujourd'hui d'avoir mes 2 enfants de façon naturelle. Même si j'ai eu des grossesses difficiles pour les 2. Pour la deuxième, j'ai fait un diabète gestationnel. Je fais jamais les choses à moitié. C'est mon karma, il est comme ça. Voilà, c'est ce que je me dis maintenant. C'est mon karma, tant pis. Mais du coup, oui, j'ai donc 2 grossesses difficiles, 2 accouchements difficiles, parce qu'au final, pour Cassandre, j'ai eu aussi une 2e césarienne en urgence. Elle n'est pas née préma, elle est née à J+1. Donc voilà, comme quoi... Chaque grossesse est différente. Mais c'est vrai que pour l'accouchement, du coup, pour Cassandre, j'ai eu aussi une césarienne. Et du coup, après la naissance de Cassandre, pareil, j'ai eu des douleurs
plus. Alors là, on est monté d'un level encore. Donc en fait, après chaque grossesse... Alors pendant mes grossesses, j'ai pas eu du tout de douleur. C'était la pause. C'était vraiment la pause. Et par contre, après chaque grossesse, et encore plus après la deuxième, après ma césarienne, alors je pense que les césariennes, ils sont pour beaucoup dans ces symptômes. Mais du coup, après ma deuxième grossesse, moi, ça a été vraiment l'augmentation. Mais elle avait quelques jours Cassandre, je ressentais déjà des douleurs et j'avais déjà des symptômes de l'endo qui étaient revenus. Et donc du coup je suis retournée consulter directement et là par contre on a dit pas d'autres enfants de prévu, hop, direct sous pilule, donc voilà, pilule, voilà. Et du coup avec la pilule les douleurs sont moindres que juste après l'accouchement de Cassandre? Alors avec la pilule, déjà il a fallu en tester plusieurs parce que j'avais des saignements en continu en fait. Et même avec la pilule, ça n'arrêtait pas les saignements et les douleurs étaient toujours présentes. Ça n'a pas vraiment réduit mes douleurs. Donc du coup, après avoir testé plusieurs pilules, ce qu'on a décidé avec le gynécologue, c'est de poser un stérilet hormonal, surtout pour traiter la partie adénomiose, puisque en fonction des cas, voilà, on m'a dit que le stérilet hormonal pour l'adénomiose, si on le supportait bien, c'était ce qu'il y avait de mieux parce que c'était le traitement local. Voilà. Donc du coup, on a posé le stérilet, c'était en juin 2019. Donc à ce moment, on avait une petite année. D'accord. Donc on avait, voilà. Et le stérilet, j'avoue que ça a réduit mes douleurs, ça a arrêté mes saignements, mais j'ai eu des effets secondaires liés aux hormones. Donc j'ai pris 20 kilos. Plus de libido du tout. Les symptômes que tu parlais au début. Déjà, avec la pilule, j'avais déjà plus ou moins, mais là, avec le stérilet, j'ai pris 20 kilos. Donc là, je l'ai retiré. J'ai décidé de le retirer. Donc je l'ai retiré en février, la dernière. Ok. Donc je suis en phase de redescente, on va dire, d'hormones. Là, je retrouve mon corps un petit peu. C'est ça. J'essaye de repérer les signes des cycles, etc. Parce que c'est tout nouveau, faut se réhabituer. Tout à fait. Mais du coup, non, j'ai été très douloureuse après la naissance de Cassandre. Et du coup, mon gynécologue on a testé plein d'antidouleurs. J'ai pris de la codéine, j'ai pris tramadol, etc. Mais du coup, je pouvais pas m'occuper de mes enfants. Donc, comme mes enfants, c'était ma priorité, je pouvais pas aller travailler non plus si je prenais ces antidouleurs. Donc, du coup, j'ai préféré souffrir. C'est dur de dire ça, mais j'ai préféré souffrir et de pouvoir tenir debout, entre guillemets, parce que faut se faire violence. Mais c'était... entre 2018 et 2020, là, j'ai eu 2 années très, très difficiles. Ouais. Et ce qui m'a vraiment aidée, c'est la prise en charge au centre antidouleur sur Rennes, là. D'accord. Donc, où on a vraiment traité la douleur dans sa globalité. Voilà. Et on m'a expliqué aussi d'où provenaient mes douleurs, puisqu'il n'y a pas... dans mon cas, il n'y avait pas qu'une seule douleur, il y a plusieurs douleurs. Les douleurs musculaires, les douleurs neuropathiques. On a mis des mots sur des symptômes que je ne connaissais pas. Douleurs neuropathiques, je ne savais pas ce que c'était. C'est ça. Les douleurs viscérales, etc. Des douleurs musculaires. Et tu vois, dans l'épisode avec Pauline, elle parle également du centre antidouleur qui l'a vraiment aidée. Oui. Donc, comment ça s'est passé? Toi, c'est un mot du médecin? Ou on peut aller directement au centre antidouleur? Comment ça se passe? Alors, on ne peut pas aller comme ça. Voilà, tout à fait. Donc, moi, c'est un mot du spécialiste. Donc, en fait, mon gynécologue... qui m'a installé du coup le stérilet. Concernant les douleurs, je ne savais plus quoi faire. Donc, il m'a orientée vers une de ses collègues qui est vraiment spécialisée dans l'endo et la chirurgie. Donc, elle a étudié mon cas, etc. De base, comme je ne peux plus avoir d'enfants parce que c'est trop risqué, dû à mes 2 césariennes, en fait, pour Cassandre, en fait... on a laissé le travail essayer de se faire. Du coup, on a fait une césarienne en urgence. Mais quand ils ont commencé à ouvrir, en fait, mon utérus était en train de se déchirer. J'étais en train de commencer une hémorragie. Donc, du coup, j'étais encore en salle de réveil que le gynécologue est venu me dire. Et il me dit, on a frôlé la catastrophe, encore une fois. Et du coup, plus d'enfants. Ok, moi ça me va. Parce que vous avez 2 petites pépites à la maison. Voilà, il y a 2 miracles à la maison. On va pas prendre le risque...
Et du coup, moi, j'étais partie pour me faire retirer l'utérus. Je me disais, de toute façon, si c'est... Dans ma tête, c'était plus d'utérus, c'est bon, plus de douleur. Mais c'est plus compliqué que ça. Donc du coup, elle a étudié mon cas et en fait, dans mon cas, vu que j'ai des douleurs neuropathiques vraiment bas du ventre et liées, principalement, on pense aux chirurgies que j'ai pu avoir. Du coup, c'est pas du tout conseillé. En tout cas, la chirurgie, c'est plutôt le dernier recours, puisque on risque effectivement... Enfin, on peut potentiellement améliorer le confort de vie en retirant l'utérus, parce qu'on retire l'adénomiose, il n'y a plus le saignement, il n'y a plus les douleurs liées, mais on risque fortement d'aggraver les douleurs neuropathiques. Et les douleurs neuropathiques, c'est assez complexe et c'est difficile. Et c'est vraiment... donc c'est là quand... c'est vraiment le gynécologue, le deuxième gynécologue que j'ai vu, qui a mis le diagnostic sur les douleurs neuropathiques et qui m'a dit, il faut que vous alliez voir un centre antidouleur. Ça fait plusieurs années que vous souffrez, là on peut plus rien faire entre guillemets pour vous. Enfin, en tout cas au niveau des traitements, on a testé tous les antidouleurs et là il n'y a plus rien. Donc c'est elle qui m'a fait le courrier pour aller au centre antidouleur. D'accord. Et donc là, la prise en charge a été directe. Tu vois quel type de spécialiste justement dans ce centre? Alors j'ai vu j'ai vu une spécialiste. Alors, donc c'est un médecin de la douleur, donc c'était une femme. Donc on a eu une approche. Alors c'était un peu particulier le premier rendez-vous, pas parce qu'on refait toute notre histoire. C'est on partage de A à Z les premiers symptômes, où aujourd'hui on en est. On a beaucoup de questionnaires à remplir. Parce qu'ils font beaucoup de questionnaires sur la partie aussi dépression, parce que quand on a une douleur chronique, une fatigue chronique, parfois on est anxieux, on peut être dépressif, et puis c'est le cercle vicieux aussi dans la douleur. Donc du coup, ils ont en tout cas au centre où je suis, donc sur Rennes, à Pontchaillou, il y a une approche... vraiment de thérapie. Alors moi j'ai fait de la TCC, de la thérapie cognitive comportementale, donc qui m'a beaucoup aidée, parce que j'avais cette difficulté aussi du toucher. Je refusais en tout cas que mon mari me touche, que les enfants m'approchent trop près, parce que j'étais tellement douloureuse que... D'accord. Voilà. Donc elle m'a beaucoup aidée sur ce point. Et puis du coup... Alors c'était un peu contradictoire, mais au premier rendez-vous, je lui dis je veux que vous m'aidiez, je souffre, j'ai mal, mais je veux pas de médicaments. J'avais tellement eu de mauvaises expériences avec les antidouleurs. Elle me dit vous inquiétez pas, avant d'arriver sur des traitements lourds, on va essayer d'autres thérapies plus douces. Donc on a fait la TCC. Donc déjà, elle m'a expliqué c'est quoi la douleur. Reprendre les bases. C'est ça. C'est quoi la douleur? Pourquoi elle est là? Pourquoi mon cerveau dit que j'ai mal? Elle dit pas, je dis pas que vous avez pas mal, que c'est votre cerveau. Mais pourquoi votre cerveau dit que vous avez mal? Quels sont les types de douleurs que vous avez? Et en fonction des types de douleurs, on va mettre des thérapies. Donc douleur musculaire, faut aller voir le kiné. Donc du coup, depuis le mois de mars l'année dernière, parce que ça fait maintenant plus d'un an que je suis prise en charge, je vais toutes les semaines voir le kiné. Voilà. Super. Donc ça aide beaucoup. On n'y pense pas. On se dit le kiné, non, c'est pas. J'ai mal au dos, j'ai mal au cervical, mais l'endo, en fait, si, il y a l'ostéopathe aussi, je vais voir régulièrement. Et sinon, pour le centre antidouleur, donc on a fait l'électrostimulation. D'accord. Qui a été vraiment. C'était le jour et la nuit, quoi. Ça m'a beaucoup aidé, même sur les douleurs digestives que je pouvais avoir, Alors j'ai une vessie qui est hyperactive aussi, c'est le cas de beaucoup de femmes atteintes d'endométriose. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Et puis pour les douleurs neuropathiques, du coup on a testé les patchs de Qutenza à appliquer directement sur la zone douloureuse. Alors ça marche pas toujours, mais j'ai la chance que ça fonctionne. Donc, voilà. Super. Donc depuis le mois de mars l'année dernière, tous les 3 mois, j'ai la pose du patch en hôpital de jour. D'accord. Et là maintenant, on est passé sur des délais de 6 mois, comme ça marchait. Ouais. Et du coup, c'est un patch donc tu vas à l'hôpital, on te pose un patch. C'est ça. Et il dure combien de temps? Alors du coup, on pose le patch, ça dure 1 heure la pose du patch. D'accord. Après, on enlève le patch et
Enfin, le patch de Qutenza, en fait, c'est des piments, on va dire, qui brûlent les terminaisons nerveuses, en tout cas, qui agissent, qui coupent, pour vraiment couper le message de la douleur. Et donc, du coup, une fois que le patch c'est vraiment 1 heure la pause, après, le patch peut agir jusqu'à 3 mois. D'accord. Mais par exemple, la première fois, ça a marché 2 semaines, 2-3 semaines. Ça dépend vraiment des personnes. Là, on peut être plus ou moins réceptive à... Et puis du coup, tous les 3 mois, j'y allais pour le mettre. Et là, on est passé à 6 mois. Mais normalement, là, c'est au mois de juin que je vais y aller. Mais je sens que ça, de nouveau, ça titille. Donc, je pense qu'il faut que je les rappelle. Voilà. Ok. Mais sinon, l'accompagnement par le centre antidouleur aussi, c'est des rendez-vous. En tout cas, moi, j'avais rendez-vous toutes les semaines avec le médecin de la douleur. Okay. En fait, il ne nous lâche pas comme ça. À partir du moment où on est pris ça. en charge, on a vraiment un accompagnement global. Régulier, c'est suivi. Ça. Et en fonction des réponses qu'on peut apporter à l'ensemble de tous les questionnaires qu'on répond, il peut y avoir des accompagnements psychologiques un peu plus poussés si on a des dépressions, etc. Ouais. Donc, moi, j'ai vu une infirmière pour l'électrostimulation, kiné. Et puis, du coup, il y a une partie que j'ai pas encore explorée, que j'ai pas fait, que j'étais pas prête. C'est toute la partie sexologie. Voilà. Mais bon, il faut y aller pas à pas, il faut y aller à son rythme. Quand on se sent prêt, on y va. C'est ça, tout à fait. Pas pressé. Parce que c'est assez lourd. Enfin, je veux dire, la prise en charge au centre antidouleur, c'est quand même un parcours assez... kiné toutes les semaines, médecin de la douleur toutes les semaines. Il y a l'électrostimulation à faire à la maison plusieurs heures par jour pour voir les premiers effets. Donc, j'ai été bonne élève. On me dit qu'il faut faire ça tant d'heures. J'ai fait. Mais j'ai vu les effets positifs. Donc, Et tu vois, là, tu parles d'un rendez-vous par semaine pour le kiné, pour l'ostéo et d'autres spécialités pour d'autres femmes. Tu arrives justement à concilier vie perso, vie pro, rendez-vous médicaux? Alors, on va dire que j'ai la chance d'être dans une entreprise bienveillante. Alors, j'en ai pas tout de suite parlé à mon employeur, en tout cas à mon responsable de la maladie. On va dire que c'est avec le confinement, et puis surtout avec l'aggravation de mes symptômes, et puis je commençais vraiment à avoir des difficultés à aller tous les jours au travail. Donc du coup, je lui en ai parlé en toute transparence. Enfin, après, on communique facilement. Et du coup, voilà, il a été très bienveillant. En tout cas, même mes collègues ont été bienveillants. Je n'ai jamais eu de remarques particulières. Donc j'ai la chance d'être dans un milieu professionnel où tout se passe bien. Et c'est vrai que j'ai la possibilité d'arranger mes horaires et de m'organiser. Après, c'est vrai que le kiné, j'essaye de faire ça le matin très tôt. 7h, 8h, à 7h, ouais. 8h, 8h30, ça pique un peu, mais bon. Et puis sinon, pour le CHU, alors on est convoqué, hein. On ne choisit pas les horaires, on est convoqué, c'est telle heure, telle date. Voilà, donc je m'arrange, je m'organise avec mon équipe, avec mes collègues, mais c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir le faire. Parce que malheureusement, tout le monde ne peut pas. C'est ça, c'est bien pratique. Et donc tout à l'heure, tu me disais que pour ton premier enfant, donc pour Noah, il y avait une dépression postpartum. Oui. Est-ce que pour Cassandre, ça a été le cas, sachant que tu as eu une césarienne également, ou pas du tout? Alors pour Cassandre, ça n'a pas été le cas. J'ai pas eu de dépression postpartum, effectivement. Donc c'est pas à chaque grossesse, heureusement, ni à chaque accouchement. Ça n'a pas été le cas. Heureusement, parce que c'était assez intense. Alors c'est vrai que après Cassandre, j'ai eu un épisode autre qui n'a rien à voir avec l'endo, mais j'ai eu un problème à la vésicule biliaire. Donc elle est née en mars. En septembre, je me faisais de nouveau opérer pour la vésicule biliaire. Bon bref, l'année 2018, c'est tous les 4 ans en fait. 2014, la naissance de Noah, compliquée, dépression postpartum. 2018, naissance de Cassandre, césarienne, endo++, vésicule biliaire. J'ai dit à mon mari hier, 2022, j'espère que ça va bien se passer. Ce serait pas de raison. Une année positive. Il n'y a pas de raison. Mais ouais. Tu as oublié l'idée d'avoir un 3e enfant et c'est pas dans les projets futurs. Non, c'est pas dans les projets. C'est vrai que avec Benoît, mon mari, alors on est issus tous les deux de familles nombreuses. Enfin, ils sont 4 chez lui. Ils sont triplés même, avec une grande sœur. Nous, on est 4 aussi. Je suis l'aînée, on est 2 sœurs. Donc, on voulait avoir...
On s'est toujours dit que si notre situation financière, notre situation professionnelle nous permettait d'avoir plusieurs enfants, on ne s'interdisait pas d'avoir 3, 4 enfants. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas possible. Alors ce serait possible, mais c'est dangereux. Donc non, c'est pas du tout dans les projets. Aujourd'hui, on a 2 beaux enfants qui sont en pleine santé, en bonne santé. Et je veux être là avec eux, parce que c'est ça le risque, de faire le choix d'avoir un 3e enfant. C'est peut-être que l'enfant vive et que je vive pas, ou que tout se passe très bien. Peut-être que tout se passerait bien, mais peut-être pas. Donc je ne prendrai pas le risque aujourd'hui. On a une belle famille et il faut la conserver. C'est ça. Et du coup, là, actuellement, aujourd'hui, comment ça se passe pour Lando ? Quels sont les symptômes ? Comment ça se passe pour toi ? Alors aujourd'hui, du coup, j'ai toujours des douleurs, mais on va dire que alors ça fait pas des années, mais avec les mois qui passent, avec aussi l'intérêt que j'ai, je pense qu'aussi avec cette maladie, il faut vraiment, alors c'est peut-être pas le bon terme, mais il faut se prendre en main, entre guillemets. C'est qu'il faut vraiment être acteur de sa santé. Il faut aller chercher, parce que si j'avais pas cherché tous les éléments, peut-être qu'on pouvait aller au centre antidouleur, si j'avais pas poussé un peu d'aller voir d'autres spécialistes, si j'avais pas poussé la porte un peu, si j'avais pas insisté pour faire une IRM, si je m'étais pas renseignée un peu sur Internet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de propositions, enfin en tout cas de retours d'expérience, de témoignages sur des thérapies douces aussi qui existent. Donc j'ai mis en place beaucoup de choses, en plus du centre antidouleur. Donc je fais pas mal de yoga, des étirements, je prends du CBD aussi de temps en temps, en cure, pour faire passer les douleurs. L'alimentation aussi, je fais attention, pas trop de sucre. Voilà, entre autres. Mais je fais attention à tout ça. J'ai mis vraiment pas mal de petites choses en place, de prendre plus de temps pour moi aussi. Alors, c'est pas égoïste de prendre du temps pour soi, au final. C'est pour pouvoir mieux s'occuper des autres après. C'est ça. Mais bon, c'est pas facile. Enfin, au début, en tout cas, quand on a un bébé qui vient de naître, non, c'est pas possible. On n'a pas du tout cet état d'esprit. Donc, il faut qu'on nous le dise aussi. Il faut qu'on se... Enfin, moi, c'est vraiment quand quelqu'un me l'a dit, mais... faut que tu prennes soin de toi. Voilà. Pour pouvoir prendre soin de ta famille, il faut que tu prennes soin de toi. Et c'est là, après, quand on prend le recul, on se dit, oui, c'est pas être égoïste de se faire passer parfois en premier. Enfin, c'est pas... C'est ça. Voilà. Donc, du coup, c'est toutes ces petites choses mis bout à bout qui font qu'aujourd'hui, je vais mieux. En tout cas, déjà, psychologiquement, je vais beaucoup mieux. Et je pense que c'est important aussi d'être bien dans sa tête pour être prêt à être bien dans son corps et accompagner son corps à aller mieux. Parce que quand on a une douleur chronique et qu'on n'est pas bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le cercle vicieux. Je vais pas bien, tout est gris, j'ai mal, je vais pas bien. Et ça recommence, et ça empire, la douleur ne fait qu'empirer, et on ne voit plus que ça. Il n'y a plus que la maladie, il n'y a plus que la douleur qui est là. Et du coup... même si les douleurs sont encore présentes, même si l'endo est toujours là, j'appréhende vraiment différemment les choses. Et donc, je peux dire que je vais mieux. Super. Et tout à l'heure, quand tu me parlais justement après l'accouchement, enfin, après les césariennes, tu avais des douleurs plus. Oui. Comment tu abordes les choses de... t'occuper d'un enfant, sachant que tu es pleine de douleur, en fait? Alors, c'était pas facile. C'est vrai que c'était pas facile. Je me vois encore... c'est les images, mais bon, en plus, quand on a une césarienne, on est un peu plié en deux. Là, on sait pas trop. Puis c'est pas anodin comme chirurgie. C'est vrai qu'on a juste... j'ai eu une césarienne. Mais bon, c'est plusieurs couches de notre peau, du muscle, tout qui... C'est ça. Du coup, je pense que
Je pense qu'on se fait violence. On se dit que bébé est là, il a besoin de nous. Et puis pour la deuxième, il y a le grand qui est là aussi. Hein. Il a 4 ans, 4 ans et demi. Il est demandeur, de maman aussi. Hein. Il faut s'occuper. Après, c'est vrai que j'ai la chance d'être bien entourée, très bien entourée. Que ce soit ma famille, ma belle-maman. Que ce soit mon mari aussi, pour s'occuper des enfants, etc. Donc je pense qu'il y a un tout, effectivement. Faut pas affronter ça toute seule. C'est vrai que lors du diagnostic après Noah, je me suis sentie vraiment seule. Alors mon mari connaissait pas la maladie, personne autour de moi connaissait la maladie. T'as mal, c'est bon. Allez, il y en a d'autres qui souffrent, c'est bon. Et puis du coup, c'est plus on en parle autour de nous, plus on a vu, plus on s'est dit ah oui quand même, c'est pas anodin, c'est pas juste un petit mal de ventre comme ça. Et donc du coup, petit à petit aussi, le fait d'en parler, d'être écouté, les gens aussi viennent plus aider, en tout cas sont présents pour nous. Mais je pense qu'il y a beaucoup la tête qui fait avancer. Hein. Donc quand on a un bébé à s'occuper, on n'a pas, au final, après l'accouchement, on passe en second plan. C'est ça. Donc c'était la priorité, c'était les enfants. Et justement, via ton compte Instagram ou via les différents réseaux, ça t'a permis de voir que d'autres femmes étaient confrontées aux mêmes problématiques que toi. Donc c'est vrai qu'au début, je me suis sentie seule et en colère. Hein. C'est quand on pose le diagnostic, il y a toute une phase, on va dire. Hein. C'est comme pour un deuil. On peut dire ça à peu près. Mais c'est vrai qu'il y a toute une phase où on va être en colère contre soi. En colère contre tout le monde. Pourquoi moi ? Et du coup, c'est là que j'ai commencé à être un peu plus active sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où j'ai regardé, il y avait des associations, donc Endomine, Endo-France, etc. Il y avait des cercles de femmes, donc j'ai fait quelques cercles de femmes pour essayer de comprendre. Et puis j'ai commencé à suivre des comptes qui parlaient d'endométriose, qui parlaient de thérapie un peu plus naturelle, qu'il était possible de vivre avec une endométriose et de s'épanouir aussi en tant que femme. Et donc du coup, c'est vrai que les réseaux sociaux, il y a quand même... faut faire le tri. Hein. C'est ça. Voilà. Mais il y a quand même de belles choses à découvrir, il y a de beaux comptes, et il y a une belle sororité aussi, parce que quand on va pas bien, ou quand on a des questions, ou parfois nos amis qui connaissent pas la maladie, c'est difficile de parler avec eux. Et c'est vrai que via les réseaux, on voit quelqu'un qui est comme nous, c'est plus facile de parler, il n'y a pas de tabou, on sait ce que vit à peu près l'autre, donc c'est plus facile de pouvoir échanger. Puis c'est vrai qu'il y a quand même un partage important sur les réseaux sociaux aujourd'hui sur ce qu'est la maladie, ses symptômes, pour que les jeunes filles soient diagnostiquées plus rapidement, et puis aussi les accompagnements possibles que moi je connaissais pas au tout début et que j'ai découvert petit à petit. Au fur et à mesure. C'est ça. On avance. Et donc la dernière question du podcast est quel est pour toi un happy patient ? Je te pose une colle. Un happy patient. Patient. Ouais. Ah oui, moi je suis un happy patient. Un happy patient. C'est un patient qui est bien entouré, pour moi. Voilà. Qui est bien entouré, qui arrive, on va dire, à être bien dans sa tête, malgré sa maladie. Parce que malgré la maladie, il faut vivre. Hein. Il y a de belles choses à vivre. Et il ne faut pas rester que sur sa maladie. Il y a d'autres maladies clando aussi. Hein. Donc du coup, c'est quelqu'un qui est bien entouré, un peu patient, qui vit malgré tout, qui arrive à vivre de belles choses avec à côté son bagage, sa maladie. C'est ça, sa petite boîte à outils. C'est ça. Super. Et merci beaucoup Marie-Lise pour l'épisode. Pas de rien, merci pour l'invitation, c'est avec plaisir. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre.
Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com, ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Vous pourrez y retrouver des informations ou des professionnels de santé recommandés par d'autres patients pour toute pathologie chronique comme l'endométriose. Partagez également votre expérience en recommandant des soignants ou des ressources qui vous ont aidé pour votre pathologie. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.